Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Affaires de famille, une nouvelle émission consacrée aux enjeux des entreprises familiales, organisée par la chaire Entrepreneuriat familial et Société d'Audencia. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à une question que sont amenées à se poser de nombreuses entreprises familiales. Dois-je faire entrer un investisseur extérieur au capital de l'entreprise ? Que ce soit lors d'une transmission ou d'un projet de croissance, l'ouverture du capital familial à un investisseur externe pose de nombreuses questions pour les dirigeants. Comment ces deux mondes, entreprise familiale et capital investissement, peuvent-ils collaborer efficacement ? Que peuvent-ils s'apporter mutuellement ? Comment assurer une transition harmonieuse entre équilibre et valeur familiale d'un côté et transition vers un modèle de gestion, un nouveau modèle de gestion de l'autre ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec trois représentants qui pourront nous éclairer sur ces questions. Un entrepreneur familial, la représentante d'un investisseur financier et un avocat spécialiste du capital investissement. Autour de la table avec nous, tout d'abord, Frédéric Lucas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Arcade Cycle, fabricant et concepteur français de vélos de ville, en particulier électriques, implanté à La Roche-sur-Yon. Vous avez repris l'entreprise de votre père, François Lucas, en 2022. Et vous aviez alors déjà 2 investisseurs financiers à bord. Alors, pouvez-vous nous présenter rapidement, pour commencer, comment s'est passée cette transmission et quel a été l'apport des investisseurs financiers dans ce contexte ? Alors la transmission s'est globalement bien passée. On est 2 ans après, je suis toujours là, donc ça, c'est plutôt un bon signe. La transmission a été bien préparée avec 2 ans de tuilage avec François, puis il m'a laissé aux manettes et dans un contexte où on a ouvert une nouvelle usine en janvier 2024 et avec une entreprise qui s'est bien développée. Donc je dirais que tout va bien de ce point de vue-là. Le rôle du de l'investisseur dans la transmission, c'est surtout, mais ça revient un peu à l'essence de la transmission familiale, c'est le principe que certes il y a la famille, mais on est aussi dans une transmission d'entreprise où il y a un cédant, en l'occurrence c'est mon père, et un repreneur, c'est moi, et il faut avoir un projet de reprise. Et le fait d'avoir un projet de reprise, ça aide pour convaincre ses actionnaires, pour convaincre les investisseurs privés de nous suivre. Et donc, en 2020, je suis allé présenter à Crédit Mutuel Equity et à Fanny mon projet de reprise. Et j'espère, je crois avoir réussi à la convaincre que j'étais le bon candidat. Très bien. Donc Fanny, bonjour. On vient de le dire, donc vous êtes directrice de participation justement chez Crédit Mutuel Equity, investisseur au capital d'Arcade Cycle. Pouvez-vous nous dire d'une façon générale de quelle façon vous intervenez aux côtés des entrepreneurs et des entrepreneurs familiaux en particulier ? Bonjour, donc un petit mot juste sur Crédit Mutuel Equity, qui regroupe aujourd'hui les activités de capital investissement du groupe bancaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et depuis plus de 40 ans, nous accompagnons les startups, les PME et les ETI dans leurs projets de développement et à tous les stades de leur développement. Et le moment où Crédit Mutuel Equity intervient, c'est pour répondre à un enjeu capitalistique auquel est confronté le chef d'entreprise. Et ces enjeux, pour moi, ils sont de 3 ordres. Il y a l'accélération de la croissance, donc à des moments de croissance externe ou bien de financement de phase de déploiement. On est là aussi pour accompagner la transformation des entreprises. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des modèles qui ne tiennent plus et qui ont besoin de se transformer. Là, évidemment, il y a besoin de capitaux supplémentaires. Et puis, le troisième point, qui est le cas avec Frédéric, c'est accompagner des transmissions quand les capitaines des entreprises ont l'âge de se retirer et qui doivent transmettre, alors soit à la nouvelle génération, comme c'est le cas ici, soit à des managers, voire même à un repreneur extérieur. Voilà, donc c'est dans ces moments-là que Crédit Mutuel Equity intervient. Merci beaucoup. Olivier Greffard, enfin, vous êtes avocat associé du cabinet Cornet Vincent Ségurel et vous êtes spécialiste des opérations de fusion-acquisition et en particulier des opérations de capital investissement. Alors Olivier, quel est le rôle d'un avocat dans ce type d'opération de rapprochement entre investisseurs financiers et entreprises familiales ? Alors, le rôle principal d'un avocat dans ce type d'opération, c'est bien évidemment d'assurer la sécurité juridique de l'opération.
Son intervention consiste à mettre en place la structuration nécessaire pour permettre au projet mené à la fois par l'investisseur financier et surtout par le repreneur d'aboutir conformément aux souhaits de chacun. Dans ce cadre-là, nous veillons évidemment à assurer la sécurité juridique des éléments, à rédiger l'ensemble de la documentation. Mais au-delà de ce rôle technique, je pense que le rôle de l'avocat est avant tout d'être un rôle de facilitateur, en tout cas de participer à la réussite du rapprochement entre les parties. On se situe effectivement dans une période qui est évidemment inhabituelle pour le dirigeant ou pour le repreneur, dont la préoccupation principale est avant tout de faire en sorte que l'activité de l'entreprise se poursuive et se développe. Il faut donc mener de front à la fois ce projet entrepreneurial et puis ce projet de rapprochement. C'est une période qui demande beaucoup de disponibilité et l'intérêt de recourir à un avocat, c'est celui aussi de faire appel à des compétences, à une expérience et à des services qui permettent effectivement de se simplifier la tâche et d'essayer de parvenir à une opération en ayant une certaine sérénité d'esprit. Merci à tous les trois d'être présents sur ce plateau aujourd'hui. Je vous propose de poursuivre cet échange en parlant ensemble des défis auxquels vont faire face les entreprises, mais aussi les investisseurs dans ce type de situation, donc la situation d'une grève d'un investisseur avec une entreprise familiale. Donc Fanny, je me tourne vers vous tout d'abord. Pourquoi les entreprises familiales intéressent-elles tout particulièrement les investisseurs tels que Crédit Mutuel Equity ? Qu'est-ce que les entreprises familiales ont de particulier qui vous parle ? Alors moi, je pense que les objectifs qui guident les dirigeants d'entreprises familiales, c'est la croissance, la pérennité et l'indépendance. Et finalement, pérennité et croissance, c'est aussi des éléments essentiels que nous recherchons. Et c'est là qu'on est alignés. C'est vrai que la pérennité, cet objectif de pérennité, ça permet d'avoir cette vision long terme. Et généralement, les dirigeants d'entreprises familiales ont cette vision de se dire qu'est-ce que je vais léguer à la génération suivante ? Comment je fais pour conserver, pérenniser ce patrimoine industriel ? Et ils sont du coup amenés à prendre des décisions à long terme, et tout à l'heure on parlait de transformation, et de pouvoir accompagner des transformations, et ils sont en capacité, ils ont finalement une certaine agilité à se transformer parce qu'ils sont guidés par ce point-là. Voilà. Et puis juste sur le mot de l'indépendance, en tant qu'investisseur minoritaire, on ne remet pas en cause l'indépendance d'une entreprise. Le dirigeant va conserver le contrôle. Et c'est pour ça que finalement, ces trois objectifs fonctionnent très bien avec un investisseur financier au capital. Et quand vous étudiez les dossiers des entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir, est-ce que vous arrivez rapidement à identifier qui, parmi les entrepreneurs familiaux que vous rencontrez ou dont vous étudiez le projet, va correspondre avec vous, votre vision à long terme et votre volonté d'investir chez eux? Alors, je crois que Frédéric l'a très bien dit tout à l'heure. Nous, on ne regarde pas une entreprise juste comme ça avec ses résultats. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est un projet. Et donc, nous, ce dont on a besoin, c'est la présentation d'un projet et un porteur de projet. Donc, évidemment, on va faire des analyses sur le marché classique, de regarder l'historique des résultats. Mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment d'avoir cette espèce de relation de confiance qu'on va établir avec un porteur de projet. Nous, en tant qu'investisseur minoritaire, il va falloir qu'on croie à ce projet, puisque finalement, c'est lui qui va le porter. Et donc, évidemment, on fait quelques travaux, analyses qui nous permettent de conforter notre conviction que ce projet peut être mené à bien. Mais vraiment, je pense que le plus important, c'est le lien qu'on arrive à créer avec le dirigeant. Et vous, Frédéric, de votre côté, justement, on parlait de lien entre l'investisseur et le dirigeant. Comment vous avez ressenti ça, ou quels ont été un peu les facteurs qui, chez vous, vous font vous dire que c'est un bon partenaire pour mon projet? En fait, l'actionnaire, quel qu'il soit finalement, c'est celui qu'on appelle quand ça ne va pas. Et donc il y a quelque chose d'absolument indispensable, c'est qu'il faut avoir confiance. Parce que quand la personne que l'on appelle en dernier recours, on n'a pas confiance en elle, ça pose quand même un sacré problème. Donc que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'extérieur, il y a une dimension
personnel, de relationnel personnel, qui est extrêmement importante dans cette dynamique-là. Pour moi, personnellement, dans notre histoire, le sujet a pas tant été de construire ou de trouver les personnes de confiance, parce que j'ai repris une entreprise dans laquelle il y avait déjà. Bien sûr. Par contre, le vrai sujet pour moi, ça a été de dire, en fait, il faut que je leur donne confiance, parce que François avait confiance, et je pense qu'il y avait une confiance réciproque qui existait déjà. Et mon sujet à moi, c'était finalement me substituer à François et donner confiance dans le nouveau porteur de projet, le nouveau projet aussi, pour rassurer tous les acteurs qui avaient fait l'entreprise jusqu'à présent. Très bien. Et Fanny, une fois que vous avez fait cet investissement, que vous avez choisi les entreprises avec lesquelles, dans lesquelles vous allez investir, quel est votre rôle ensuite aux côtés de ces entreprises ? Vous leur apportez uniquement du capital ou vous allez au-delà ? On essaye d'apporter bien plus que du capital et fort heureusement. Et quoi ? Nous, on ne s'ingère pas dans la gestion. Donc la gestion, aujourd'hui, elle est complètement dans les mains de Frédéric et de son équipe de managers. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est un dialogue nourri des différentes expériences qu'on a la chance de côtoyer avec cette multitude d'entreprises que nous côtoyons. Donc, ça peut être également l'ouverture à de nouveaux réseaux de conseils, de dirigeants. Nous, ce qu'on aime bien dire, par exemple, chez Crédit Mutuel Equity, on a 350 entreprises que nous accompagnons aujourd'hui. Quand un dirigeant est confronté à une nouvelle problématique, qui va être la première fois, il y a de fortes chances que nous, dans notre panel de dirigeants, il y en ait déjà un qui a été confronté à cette problématique presque similaire ou identique. Et c'est vrai que de pouvoir faire cette mise en relation, c'est quelque chose de très riche, qu'ils puissent partager entre pairs sur des problématiques de cet ordre-là. Et puis nous, on essaye d'être réactifs, impliqués. Et puis, il l'a très bien dit, Frédéric, on est là dans les bons moments, mais on sait aussi être là dans les moments plus troubles que traversent les entreprises. Et ça, c'est important. On se cache pas et on reste solidaire à tout moment de la vie des entreprises. Et un peu, on est l'œil extérieur. Ça fait du bien, souvent, dans les entreprises familiales. Alors, c'est un peu moins le cas chez Frédéric quand il y a une gouvernance organisée avec des extérieurs. Mais souvent, il y a des entreprises familiales qui ont une gouvernance purement familiale. Et on apporte cet œil extérieur. On challenge un petit peu des choses qui étaient arrêtées depuis des générations. Et voilà, ça permet à l'entrepreneur d'évoluer. Et Olivier, justement, on parlait de gouvernance. Qu'est-ce que va changer en fait, dans la gouvernance, souvent, l'arrivée d'investisseurs externes dans les entreprises familiales ? Vous réglez ces questions-là d'un point de vue juridique. Quel est votre constat là-dessus sur l'avant et l'après en termes de gouvernance ? Alors, pour être un peu caricatural, on pourrait dire rien dans un premier temps. C'est-à-dire que, comme ça a été rappelé à l'instant, c'est que l'investisseur financier ou les investisseurs financiers qui contribuent au capital dans le cadre d'un schéma de transmission n'ont pas vocation à diriger l'entreprise. Donc le dirigeant reste le chef d'entreprise, c'est lui qui est aux manettes et qui assure le développement de l'entreprise. En revanche, ce que ça change, c'est qu'effectivement, le dirigeant, repreneur, va être amené à collaborer avec ses partenaires. Et donc, en fait, c'est plutôt effectivement une relation de communication, de reporting qui peut être mise en place. L'objectif de tout ça, c'est pas un objectif de contrôle, c'est plutôt un objectif de partenariat. Ça permet aussi, dans certaines structures, d'améliorer l'organisation, d'établir des chiffres clés et de se rendre compte qu'il y a peut-être des axes de développement qui peuvent être intéressants qu'on n'avait pas forcément identifiés auparavant. Finalement, faire entrer un investisseur, c'est aussi avoir une sorte de consultant extérieur ou de partenaire extérieur qui peut amener son expérience, comme ça a été évoqué à l'instant, ou qui peut être une source de conseil lorsqu'on a des interrogations et qu'on se retrouve parfois un petit peu seul en tant que chef d'entreprise. Et j'ajouterais en plus, Olivier, le cédant dans un contexte de transmission familiale, il a deux enjeux. C'était celui de François, mon père. Il a
transmettre le bébé. Il a investi 15 ans de sa vie à travailler d'arrache-pied pour faire fonctionner cette entreprise. Il n'a pas envie de l'entendre se cracher un an après son départ. Donc là, il y a une dimension entreprise, mais il y a une deuxième dimension aussi qui est il ne veut pas mettre en difficulté son repreneur, notamment lorsque ce sont ses enfants. Donc le fait de le cadrer juridiquement et d'avoir confiance, et l'élément principal c'est la confiance, c'est hyper important. Et justement, Olivier, quels sont les points un peu de vigilance à avoir dans ce type d'opération, d'un point de vue juridique, du point de vue de la gouvernance? Quel cadre on met en place pour que la greffe réussisse à prendre? Bon, c'est surtout une question de compréhension mutuelle du projet, finalement. C'est de bien savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'on attend les uns des autres. Si on se place sur le plan juridique, effectivement, on va avoir un dirigeant qui est le représentant légal et celui qui va pouvoir agir au nom et pour le compte de la société. Et en complément de cette organisation de base, on va mettre en place effectivement le plus souvent dans le cadre d'un pacte d'associés ou en aménageant les statuts qui sont le socle de la vie sociale de la société, en prévoyant un organe de gouvernance complémentaire mais qui vient en appui du dirigeant. Ça va être un comité stratégique, un comité de surveillance ou quel que soit le nom qu'on lui donne, mais qui a vocation effectivement à permettre des réunions régulières, des échanges d'informations de manière habituelle et organisée, avec cet objectif effectivement de faire en sorte que on donne de l'information à son partenaire, mais en retour le partenaire peut apporter effectivement sa vision extérieure pour contribuer à l'objectif recherché, qui est le fameux projet qu'on a présenté à l'origine. Très bien. Frédéric, vous de votre côté, d'avoir des investisseurs à bord, est-ce que vous avez des exemples un peu concrets de ce que ça vous a apporté en termes de réseau ou en termes de compétences externes qui auraient pu vous manquer? On a parlé d'être là dans les coups durs, mais est-ce que vous avez des exemples? Et est-ce qu'il y a eu des enjeux spécifiques du fait du contexte familial? On a commencé un peu à gratter le sujet de l'arrivée, enfin de la présence d'un investisseur externe au capital. Alors j'ai deux exemples. Le premier, c'est en 2017 où l'entreprise est en difficulté et où c'est une des forces aussi des investisseurs privés extérieurs, c'est que ça sécurise parce qu'on a un partenaire qui financièrement est beaucoup plus solide que nécessairement la famille. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que Arcade avait besoin de se recapitaliser dans un timing assez serré et que nos investisseurs ont joué le jeu avec l'expression consacrée, en remettant au pot et en permettant à l'entreprise de se recapitaliser, de rebondir. Et je pense que 6 ans après, c'était le bon choix. Fanny, tu pourras commenter. Un deuxième exemple, cette fois beaucoup plus positif. En 2021, donc c'est allé assez vite, le rebond, on réalise au comité de direction que notre outil de production est saturé et on a besoin d'augmenter nos capacités de production. On a étudié plusieurs scénarios, on a étudié une deuxième usine, on a étudié de la sous-traitance, on a étudié une seule usine beaucoup plus grande. On a finalement opté pour l'usine beaucoup plus grande, avec un investissement à la clé de pas loin de 17 millions, ce qui, pour la taille de l'entreprise, était juste colossal. À ce moment-là, je ne sais pas quelle a été la réaction ou la première réaction lorsqu'on a présenté le projet, mais l'intérêt d'avoir un œil extérieur à ce moment-là, un œil extérieur de confiance, c'est de tout de suite être confronté à la réalité. Et on est face à quelqu'un qui n'est pas un fournisseur, qui n'est pas notre banquier de tous les jours. On est quelqu'un qui est dans le bateau, qui a un intérêt à ce que l'entreprise progresse, mais
qui a aussi intérêt à ce que le dirigeant reste en contact avec la surface de la Terre. Voilà. C'est sûr que face à un investissement de cette ampleur, je pense que c'était notre rôle de challenger Frédéric et puis de faire les pour, les contre et de effectivement qu'il puisse avoir toute cette conscience de ce que ça impliquait pour l'avenir et de la croissance qu'il allait falloir avoir pour charger ce nouvel outil. Et c'est là aussi que, tout à l'heure on reparlait de confiance, mais nous il fallait qu'on ait une sacrée confiance en Frédéric pour lui dire go, appuie sur le bouton. Et effectivement, on est ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, mais on a sûrement tous ensemble fait les bons choix. Là, on parle d'une greffe réussie, visiblement, entre une entreprise familiale et un investisseur. Mais Olivier, vous qui intervenez aussi dans les moments où ça se passe mal, quels sont les signes qui montrent qu'une greffe ne prend pas et que peut-on faire dans ce cas-là, d'un point de vue juridique et puis d'un point de vue même stratégique ? Malheureusement, effectivement, si la compréhension du projet n'était pas aussi bonne qu'on a pu l'escompter au lancement, on peut essayer de s'appuyer sur la documentation juridique. Mais avant de s'appuyer sur la documentation juridique, je pense qu'il faut avoir trouvé le cadre du dialogue qui permet d'essayer de trouver des solutions. D'où effectivement, dans le pacte, les fameuses organisations dont on a fait mention juste auparavant, à savoir effectivement organiser une réunion dans le cadre du comité périodique, essayer de comprendre les causes des dysfonctionnements et qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on fonctionne au mieux. La crainte souvent d'un dirigeant ou d'un repreneur, c'est en ayant un investisseur financier, c'est est-ce que je risque pas de perdre mon entreprise, est-ce qu'ils peuvent me racheter, me forcer à vendre. En fait, c'est pas la logique des pactes qu'on construit. Le but, c'est pas d'être contraignant, parce que je pense que ça ne fonctionne pas et que pour le coup, ça serait assez créateur de peur pour un dirigeant. C'est une logique, effectivement, même dans les moments un peu difficiles, de créer de la communication et d'essayer de trouver des solutions, même lorsque c'est parfois plus difficile. Et la réalité des choses, c'est qu'effectivement, si malgré les efforts de communication qui peuvent être faits, on n'arrive plus à trouver de solution, effectivement, au bout d'un moment, on peut envisager des solutions de sortie ou de liquidité de la part de l'investisseur, mais c'est vraiment une optique, effectivement, de dernier recours. Et l'idée, ça sera toujours de privilégier l'intérêt de l'entreprise, je pense, que ce soit évidemment côté dirigeant, puisque c'est son outil, parfois son bébé, mais également côté investisseur, parce que c'est son optique de départ et sa raison de fonctionner. Et puis c'est aussi sa réputation, parce que c'est très important pour un investisseur de savoir et de savoir diffuser qu'il est là dans les bons moments ou les moments difficiles, et de faire en sorte que les choses se passent au mieux. À vrai dire, l'extrême qui est d'aller jusqu'au conflit et d'activer les clauses juridiques, c'est extrêmement rare. Je pense que quand on s'est bien choisi au départ, normalement, on a toutes les facultés de bien vivre ensemble. Évidemment, on peut avoir des tensions, mais j'ai envie de dire, nous on dit souvent, c'est presque un mariage, l'entrée au capital, on est tout en haut, au même niveau d'alignement d'intérêt que le dirigeant, donc des tensions il y en a, mais c'est peut-être des tensions qui peuvent faire avancer aussi et qui peuvent être constructives. Et puis ensuite, s'il y a vraiment conflit, quand on est normalement constitué et en bonne intelligence, on se met souvent autour d'une table et on arrive à gérer ça de la meilleure façon. On a compris, il y a l'humain d'un côté, le projet et la concordance de vision de l'investisseur avec celui de l'entrepreneur, et l'inverse. Mais il y a une troisième composante qui est aujourd'hui importante aussi et sur laquelle j'aimerais désormais faire un focus, c'est les questions de RSE qui sont devenues très importantes, centrales, à la fois pour les entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à engager des plans d'action en la matière, mais aussi et presque surtout des investisseurs qui sont aujourd'hui poussés par des nouvelles conditions de marché à insister sur ces sujets.
Fanny, quelle est l'importance pour vous justement de la stratégie RSE des entreprises et quelle est l'importance de cette stratégie dans les décisions d'investissement que vous faites? Oui, alors c'est vrai, hein, c'est depuis quelques années. Aujourd'hui, ça prend des proportions grandissantes dans le regard qu'on a à l'analyse d'un dossier. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tant quelque chose d'obligatoire qui arrive vers nous, mais c'est plutôt une conviction partagée que les sociétés doivent accompagner et de temps en temps se transformer pour pouvoir assurer leur pérennité dans le monde de demain. Et finalement, c'est un peu ça qui guide la RSE. Et donc, évidemment, on est très attentif. Nous, notre actionnaire a été la première banque à mission, entreprise à mission, banque entreprise à mission. Donc, effectivement, on est très vigilant sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on essaye plutôt de faire, c'est de s'assurer qu'on a un dirigeant au départ qui regarde dans la même direction que nous sur ces sujets-là et qu'on va si jamais la démarche est encore vient juste de démarrer et pas encore trop structurée, c'est s'il a besoin l'accompagner dans la poursuite de la démarche, établir ensemble un plan d'action pour se dire quelles sont les prochaines étapes pour l'entreprise et à quel endroit on veut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Et d'un point de vue tendance, vous diriez qu'il y a une différence par rapport à il y a 10 ans, par exemple, dans votre analyse des entreprises ou dans votre volonté de trouver des candidats qui sont déjà engagés dans des actions de RSE? Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui se généralise. Mais de la même façon, il y a 10 ans, on trouvait encore des dirigeants qui disaient la RSE, c'est quoi? Ça n'existe plus. Voilà. Donc, effectivement, ils sont engagés à des niveaux différents. Mais aujourd'hui, quand on écoute les médias, en plus on a une obligation là qui arrive, en tout cas sur les ETI, qui s'appelle la CSRD, qui va remettre, je vais dire, une couche supplémentaire. Donc aujourd'hui, les dirigeants sont plutôt alertes sur ces sujets-là. Ensuite, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a envie de progresser. Frédéric, vous qui êtes directeur général d'Arcadcycle, quelle est justement la politique que vous avez menée en interne? Quelles sont les actions RSE que vous menez chez Arcadcycle? Et quels sont vos échanges avec Crédit Mutuel Equity sur ce sujet, si vous en avez? Alors, ce qu'on a mis en place chez Arcadcycle, c'est plein de choses. C'est d'abord de la sensibilisation, de la formation en interne. On a un comité RSE qui organise un certain nombre d'actions internes pour promouvoir tous les sujets finalement de bon sens du quotidien. On a fait une fresque du climat pour l'ensemble de l'entreprise. On fait un bilan carbone. Malheureusement, dans notre activité, on assemble des cycles. Il y a une grande partie des composants qui viennent d'Asie. Notre bilan carbone, il dépend principalement de nos approvisionnements et de ce que l'on achète, et avec une filière qui est aujourd'hui structurée plutôt à l'étranger. La grande ambition de l'entreprise, c'est d'arriver à sa hauteur, à participer, à être moteur, à être donneur d'ordre pour changer ces modes d'approvisionnement très lointains, pas toujours très vertueux, vers des modes d'approvisionnement, de fabrication, notamment le cadre, qui soient beaucoup plus pérennes. Aujourd'hui, on a des cadres en aluminium qui viennent de Chine ou d'Asie. Demain, c'est comment est-ce qu'on fait pour les fabriquer en France, les fabriquer en Europe, les fabriquer en aluminium recyclé, en matière composite. La grande difficulté auquel on fait face, c'est qu'on a un tissu industriel sur ces métiers-là qui est quand même sinistré par rapport à l'Asie et qu'il y a énormément de choses à faire. Donc on n'a pas de baguette magique, mais on a une envie farouche de progresser. Très bien. Olivier, peut-on rendre juridiquement ces objectifs de RSE qui peuvent être fixés par un investisseur contraignants pour les entreprises? Comment les traduit-on dans une documentation juridique, pardon?
D'un strict point de vue juridique, effectivement, on pourrait rendre ces objectifs contraignants. Mais je ne pense pas que ce soit l'esprit de la plupart des investisseurs. En l'occurrence, l'objectif recherché, c'est plutôt de percevoir ces éléments de RSE comme des vecteurs de croissance et non pas comme des coûts ou des contraintes supplémentaires. Sinon, l'objectif ne sera pas atteint concrètement. Et donc, c'est d'accompagner la démarche qui a pu être initiée, ou si elle n'a pas encore été initiée, c'est effectivement de participer au fait de la structurer, d'améliorer les choses. Ça se traduit de plusieurs manières. C'est que avant une prise de participation dans le cadre des audits et en complément des audits qui sont classiques, financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, eh bien, il n'est pas rare que des audits RSE soient diligentés, ce qui permet d'avoir déjà un premier état des lieux. Et en complément, post-réalisation d'investissement, dans le cadre des réunions périodiques entre investisseurs et dirigeants, l'idée est d'essayer de se donner des objectifs complémentaires et de voir les moyens qu'on peut conférer pour aboutir à la réalisation de ces objectifs. Très bien. Merci à tous pour ces éclairages sur la RSE. Pour conclure, je souhaitais vous demander à chacun la même question. Si vous vouliez donner un conseil aux entrepreneurs qui nous regardent peut-être et qui sont entrepreneurs familiaux, qui se posent la question aujourd'hui de faire appel à des investisseurs externes, que ce soit dans un projet de transmission ou dans un projet de transformation de croissance. Fanny, peut-être. Regardez l'émission. non, mais très bon conseil. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur prescripteur que les dirigeants d'entreprise qui ont des investisseurs à leur capital. Donc, rencontrez vos pairs, ceux qui ont déjà franchi le pas, rencontrez-nous, rencontrez des investisseurs pour qu'on vous explique comment ça fonctionne, quel est l'esprit, comment la vie avec un investisseur financier ne va finalement pas révolutionner votre quotidien, mais plutôt être un vecteur d'amélioration et de développement. Olivier, vous, votre conseil ou le conseil aux clients qui viennent vous trouver et qui sont dans ce type d'interrogation ? C'est effectivement mettre le projet au centre de tout, puisque c'est ce qui va permettre de guider la réalisation de la transmission qui peut être envisagée, et puis effectivement trouver la bonne équipe. L'équipe, c'est l'investisseur qui va accompagner, d'où l'idée de pouvoir rencontrer et savoir qu'on partage des valeurs communes et des objectifs qui sont compatibles et cohérents. Et puis également dans l'équipe, c'est savoir s'appuyer sur les partenaires que sont experts comptables, avocats, et qui permettront de contribuer à la réalisation de l'opération. Frédéric, un conseil à vos pairs ? Moi, j'aurais envie de leur dire de ne pas avoir peur. Le mot investisseur privé peut faire parfois un peu peur. Derrière, il y a des femmes et des hommes divers avec lesquels on peut ne pas s'entendre, avec lesquels on peut très bien s'entendre, et que ça fait une très très grosse différence. Moi, la sensation que j'ai dans notre expérience, c'est que ça a plutôt été un facteur de stabilité, de sécurisation pour l'entreprise, dans un contexte où la peur principale de l'entrepreneur, c'est le mur, c'est de se planter, et que dans ce cadre-là, l'investisseur extérieur a une capacité à prendre du recul, à amener des fonds, à amener du réseau, qui est quand même extrêmement utile, et c'est un vrai partenaire pour le développement, pour la croissance. Donc c'est une bonne solution. Merci encore à tous les trois pour votre présence sur ce plateau aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous a permis de mieux comprendre ces enjeux liés à la greffe entre investisseurs externes et entreprises familiales. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions dédiées à des sujets clés pour les entreprises familiales. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouvelle chronique de la chaire Entrepreneuriat familial et société d'Audencia. Je suis Miruna Rado-Lefebvre, titulaire de la chaire et professeure en entrepreneuriat, et j'ai le plaisir de lancer aujourd'hui cette chronique autour d'un thème essentiel pour les dirigeants d'entreprises familiales. Doit-on faire entrer un investisseur externe au capital de l'entreprise ?
Qu'il s'agisse d'une transmission de l'entreprise ou qu'il s'agisse d'une phase de croissance, cette décision est fondamentale pour le dirigeant et son successeur. Pourquoi faire appel à un investisseur externe lors de la transmission d'une entreprise familiale? La question peut se poser. Frédéric Lucas, dirigeant actuel d'Arcade Cycle, l'explique très clairement dans le cadre de notre émission. Il explique que l'entrée d'un investisseur externe dans son entreprise familiale a été effectuée à l'occasion de l'achat et de la construction d'un nouvel outil de production. L'entreprise familiale ne disposait pas des moyens suffisants, vu son activité, et il a dû faire appel à un investisseur externe pour les soutenir dans leur projet de pérennisation et de croissance de l'entreprise familiale. Et pour ce faire, Frédéric Lucas a dû convaincre l'investisseur, a dû préparer la transmission et montrer qu'il disposait non seulement de la crédibilité professionnelle nécessaire, mais encore d'un projet entrepreneurial capable en fait de porter l'entreprise vers l'avenir. Ce qui est très intéressant dans le cas exposé par Frédéric Lucas, Arcade Cycle, c'est le rôle joué par son père, le dirigeant cédant. Celui-ci s'est retiré progressivement de l'entreprise en laissant toute sa place à son successeur. Et ceci, non seulement a permis à la succession de se passer en douceur et de la meilleure façon possible pour les salariés et pour les parties prenantes autour de l'entreprise, mais cela a aussi montré à l'investisseur externe que le dirigeant faisait confiance à son successeur, ce qui a eu comme effet indirect de renforcer la confiance de l'investisseur externe en amont de l'acte de l'investissement dans l'entreprise familiale. Il y a encore de nombreuses entreprises familiales qui se posent la question de l'entrée d'un investisseur externe au capital de l'entreprise familiale, notamment pour des raisons qui touchent à l'indépendance de l'entreprise familiale, à sa capacité à mener une stratégie de manière libre et en accord évidemment avec les valeurs de la famille et de l'entreprise. Ce que Olivier Griffard, avocat spécialiste des fusions-acquisitions chez Cornet Vincent Ségurel, cabinet d'avocats, montre, c'est que ce choix en fait, d'un investisseur externe est un choix évidemment stratégique pour l'entreprise familiale qui permet en effet de préserver l'indépendance de l'entreprise familiale tout en lui permettant de maintenir sa croissance d'une manière soutenable. Notre première chronique des entreprises familiales, en partenariat avec notre mécène, le cabinet Cornet Vincent Ségurel, met en lumière le rôle fondamental des soutiens, des accompagnateurs, des conseils de l'entreprise familiale, le cabinet Cornet Vincent Ségurel, ainsi que notre mécène, le Crédit Mutuel Equity, dans la préparation de l'entrée au capital d'un investisseur externe dans le cadre d'une entreprise familiale. Ces conseils permettent aux entreprises familiales d'éviter en fait d'aborder ce moment stratégique avec appréhension et de s'y projeter de manière optimiste et enthousiaste, car l'entrée d'un investisseur externe permet aux entreprises familiales de préserver leur indépendance et en même temps les valeurs familiales qui fondent l'identité de ces entreprises. C'était la première chronique de la chaire Entrepreneuriat familial et société d'Audencia. On vous attend à la prochaine chronique qui aura lieu d'ici quelques mois.